Ça sert à rien de faire tout ça tant qu'on n'a pas la base. La base, c'est éviter le stress, mieux dormir, mieux manger, avoir une activité physique. Provoquer du stress, ça va nous permettre justement de mieux résister au stress. À partir du moment où quelque chose est solide, on peut le casser. Une fois que le stress s'est arrêté, il retrouve son état de base. La personne que j'étais par exemple il y a quelques années, ce que je vis en tant qu'entrepreneur, j'aurais pas pu le gérer, tu vois. Donc finalement, le stress, donc dans ce que tu me dis, Ouais, aura un impact beaucoup plus grand bien évidemment. que négatif et que le fait de prendre un petit complément alimentaire n'arrivera jamais à surcompenser, on est d'accord. Ça, c'est une évidence, mais Mais tout le monde est stressé aujourd'hui. évidemment. Qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement? Par quoi tu commences? Si tu es quelqu'un qui te dit ok, je vais vieillir trop vite. En plus là tu es en train de me stresser parce que tu me dis si je suis stressé. En tant que chef d'entreprise, je suis stressé tous les jours. Et du coup je vais vieillir trop vite, donc je fais quoi en fait? Ouais, non, parce que toi, tu as une bonne hygiène de vie, donc tu vas pas vieillir. Alors quelqu'un Mais, viendrait te voir. mais c'est sûr que, Ouais. en fait, quand on revient au basique, le stress est un facteur de vieillissement. Ça se voit au niveau des télomères, Ok. ça se voit au niveau même du cœur. Il y a plein de facteurs. Mhm. Donc le stress, voilà, c'est quelque chose qui est problématique par rapport au vieillissement. De toute façon, quand je reviens au basique, c'est évident que ça ne sert à rien d'aller chercher des compléments alimentaires, ça sert à rien d'aller faire de la technologie, ça sert même à rien. Là, je vais très loin dans les techniques de biohacking, par exemple, telles qu'elles sont faites aux États-Unis, type injection de cellules souches ou des choses comme ça. Ça sert à rien de faire tout ça tant qu'on n'a pas la base. La base, c'est éviter le stress, mieux dormir, mieux manger et avoir une activité physique. Sans parler sport, mais au moins activité physique. À partir du moment où on a déjà ces éléments, on est bon. Concernant le stress déjà, il faut comprendre ce qu'est le stress, ce que signifie le mot stress D'accord. et bien comprendre également ce que ça fait en nous. En fait, je reprends toujours cette métaphore qui m'a été transmise par un de mes profs. En fait, le stress, si on imagine que ma main est une plaque de métal, si je la tords comme ça, je la stresse, et quand je relâche, je lui donne de l'énergie. Donc le stress, à la base, c'est quelque chose qui est censé nous rendre plus forts. Ok. Mais que ce soit un métal ou un être humain, il y a ce qu'on avait appelé un point de rupture qui fait qu'il y a un moment, on va être à un stade au-delà duquel ma plaque de métal va plus pouvoir revenir à sa forme initiale et va rester tordue. Et c'est vrai également pour l'être humain. L'idée, c'est de comprendre, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette exposition au froid ou à cette idée d'aller provoquer du stress, ça va nous permettre justement de mieux résister au stress. Le fait d'aller prendre des douches froides par exemple régulièrement, ça va permettre de mieux gérer le stress. Pourquoi? En fait, il faut comprendre que quand on expose notre corps à un stress, notre corps a besoin de plus d'énergie. S'il a besoin de plus d'énergie, c'est-à-dire que nos cellules ont besoin de plus d'énergie. Ok. Pour avoir de l'énergie, nos cellules fabriquent une molécule qui s'appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est fabriquée au sein d'usines à énergie qui s'appellent les mitochondries. Donc, quand notre corps a besoin de plus d'énergie, il faut qu'il produise plus d'ATP. Quand il produit beaucoup d'ATP, il va produire également des déchets de cette production d'énergie, qui sont des oxydants. Donc concrètement, plus je veux avoir de l'énergie, plus je vais produire des déchets, des oxydants. Ok. Donc il faut que j'ai ce qu'on appelle les fameux antioxydants pour éliminer ça. D'accord. Donc en obligeant mon corps à produire plus d'énergie, je l'oblige aussi à créer plus d'antioxydants. Comme il est habitué à créer plus d'antioxydants, il sera prêt, quand j'aurai besoin une autre fois d'énergie, à éliminer les déchets. Tu vois, l'idée, c'est obliger le corps à produire un système de défense contre le stress, de manière à anticiper le stress du futur. Donc en fait, c'est un peu la muscu, quoi. C'est comme une muscu de l'esprit. Mais la muscu du stress. c'est un stress. Ouais. En fait, qu'est-ce qui se passe? La muscu, c'est un stress et une résilience. Ok. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la muscu? On casse les fibres. On les casse. On les abîme. Ah oui, mais on les abîme, mais on les renforce parce qu'on les a abîmés. Si on ne les a pas abîmés, on ne peut pas les renforcer. C'est exactement la même chose, et ce que tu dis est tout à fait pertinent. C'est une musculation de l'esprit. À partir du moment où on s'expose à un stress, que ce soit un stress biologique ou un stress psychologique, on devient plus fort, on devient plus résilient. On devient, même ce terme est également utilisé, ce qu'on appelle antifragile.
Ouais. en référence à un livre d'un Nicolas Taleb, qui utilise ce système de dire qu'à partir du moment où quelque chose est solide, on peut le casser. À partir du moment où quelque chose est résilient, une fois que le stress s'est arrêté, il retrouve son état de base. Et lui, il considère que l'antifragilité, c'est au contraire devenir plus fort grâce au stress. Finalement, la musculation, c'est de l'antifragilité. On devient plus fort, c'est un peu le but de la manœuvre. D'accord. Et là, tu as parlé beaucoup de la partie biologique. Moi, un thème qui me passionne aussi, c'est tout ce qui est psychologie et thérapie. Parce que tu prends deux personnes. La personne que j'étais, par exemple, il y a quelques années, là, ce que je vis en tant qu'entrepreneur, j'aurais pas pu le gérer. Tu vois. Donc, comment tu fais aussi, parce que il y a des gens qui sont militaires, qui vont en guerre, par exemple, pour prendre l'exemple. D'autres, c'est des chefs d'entreprise qui gèrent 40 000 personnes, qui peuvent avoir des crises. Enfin, un président, je pense souvent aux hommes politiques qui gèrent des choses importantes qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je prends pas parti, mais c'est des positions, en fait, où parfois on critique le président, mais vas-y, mets-toi à sa place et on va voir si tu tiens même 30 jours sans faire une crise de panique, quoi. Donc, comment tu fais, en fait, comment ça se fait qu'une personne est capable de gérer ça et une autre, elle est complètement... Alors, il y a énormément de choses dans ta question. Qui va paniquer alors que il y a la chaudière qui est cassée et c'est la crise dans la maison, tu vois, alors qu'il y a quelqu'un qui gère un pays, tu vois, comment... Ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre déjà d'une part de génétique. D'accord. Il y a une part de génétique. Je reviens à ce que je racontais tout à l'heure par rapport à la dopamine. Exactement pareil, il y a des gens, ils prennent 3 clopes et ils deviennent addicts à vie. Et puis il y en a d'autres, ils prennent 3 clopes et puis ils en reprendront 3 peut-être 10 ans après, puis encore peut-être 10 ans après, 3, puis peut-être une, puis bon, ça leur fait rien. Parce qu'on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux par rapport à notre production de dopamine, on n'est pas tous égaux par rapport aux récepteurs à la dopamine. Il y a ce que l'on appelle un polymorphisme génétique des récepteurs à la dopamine. Donc nous sommes tous plus ou moins, je dirais, prédisposés génétiquement à être addict. J'insiste bien, c'est pas parce qu'on a une prédisposition qu'on va forcément l'être. C'est vraiment important. Parce que il y a la génétique, mais il y a ce qu'on va en faire, c'est-à-dire l'épigénétique. Comment notre environnement, je reviens à ce que je disais initialement, comment notre environnement interne et externe va influencer notre génétique et l'expression de nos gènes. Et ça, c'est ça, l'épigénétique, ça fait partie de mes grands dadas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Concernant effectivement ce dont tu parles, il y a une part donc, génétique, il y a une part environnementale, il y a une part d'éducation. C'est sûr qu'un jeune enfant où tout le temps, mettons, son père lui aurait dit t'es nul, t'arriveras à rien, t'es naze, t'es nul, t'arriveras à rien. Et lui, il va pas devenir président de la République, quoi. Alors que, il va peut-être le devenir, mais disons que... Il y aura un travail sur soi. Il y aura un travail sur soi. De toute façon, c'est vraiment important de comprendre que rien n'est jamais figé, que ce soit la génétique, on va reparler de l'épigénétique, ou que ce soit, je dirais, entre guillemets, des traumas. Il n'y a rien de figé, fort heureusement d'ailleurs. Donc on peut faire du travail sur soi. J'ai une grosse expérience de l'hypnose, de l'hypnose thérapeutique, et c'est vrai que il y a beaucoup de personnes pour lesquelles j'ai été témoin de changements vraiment impressionnants, parfois en très peu de temps, peut-être parce qu'elles ont eu le petit impulse au bon moment, au bon endroit, le mot qu'il fallait, et pour résoudre quelque chose. Donc on peut vraiment changer, et c'est vraiment là que j'ai vraiment mis dans le biohacking tel que je le pratique tout ce que j'ai pu apprendre, c'est-à-dire que je vais utiliser l'esprit pour optimiser le corps, je vais utiliser le corps pour optimiser l'esprit. Quand tu parles de cette idée de personnes qui, mettons, ont eu X ou Y chose dans leur vie, ça paraît tout bête, mais une bonne alimentation, un bon sommeil, une bonne pratique d'activité physique, ça peut les aider également. C'est vraiment très important. Le sport, par exemple, on sait très bien que le sport intense, d'ailleurs, que tu prônes, va favoriser les connexions cérébrales. D'accord, ça s'est montré, ça favorise
un facteur qu'on appelle le BDNF, hein, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui permet justement la croissance cérébrale et les connexions cérébrales. On sait donc que le sport, c'est bon pour le cerveau. D'accord. Super. Ok.